La conférence est réalisée du coup en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen et Adaptia. Et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Voilà. Et le CNSA. Je suis donc, comme je vous le disais, Chloé Dibon. Je vais présenter aujourd'hui cette conférence en partenariat avec Julien Napoli. Et je vais du coup laisser Julien se présenter et puis présenter sa présentation du coup. Je vous laisse prendre le contrôle du coup, Julien. Alors, je prends le contrôle. Est-ce que tout le monde m'entend bien, correctement, pas saturé, pas trop fort? Ça a l'air d'être parfait, Julien. Bon. De mon côté, en tout cas, c'est parfait. Eh bien, donc, bonjour. Moi, je suis Julien des Jardins Numériques. Je suis informaticien depuis plus de 20 ans. Et je vais vous parler aujourd'hui de sécurité informatique. Alors, la sécurité informatique, c'est un sujet très vaste, mais on va surtout voir un aspect qui est essentiel pour vous au quotidien. On va voir vraiment les bases de la sécurité, celles qui vont vous permettre d'éliminer la plupart des soucis auxquels vous pourriez être confrontés. Il ne s'agit pas non plus de vous apprendre à être super fortiche en sécurité pour travailler dans un ministère, c'est pas le but. Bien que, on va le voir, il y a certains ministères, certaines sociétés qui n'ont pas les bases que je vais vous apprendre. Et on va voir un peu plus tard une petite anecdote qui fait qu'à tous les échelons, si on n'a pas les bases, eh ben, il peut y avoir des soucis. Alors, voici le sommaire de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est la version raccourcie d'une présentation que j'avais faite précédemment, qui est plus longue, mais là, je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel. Alors, ces questions-là, j'ai choisi de vous en parler parce que c'est celles au sein des jardins numériques qui reviennent le plus souvent. On a des gens qui viennent parce ils ont des problèmes de mot de passe, ils ont des problèmes de Wi-Fi, ils ont peur des virus, ils demandent des sauvegardes. Donc, c'est un condensé de tout ce qu'on a vu ici au jardin numérique et qui est le plus récurrent dans ce que je vois. Alors, on va parler d'identification et d'authentification, pour savoir un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Ensuite, on va décortiquer ces histoires de mots de passe, parce que vous avez certainement des mots de passe et avec des bonnes et des mauvaises pratiques. Je sais tout. On va tout décortiquer. Je vais vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. On va parler de Wi-Fi. On va parler de mise à jour logicielle. On va parler de virus et de sauvegarde. Alors, identification, authentification. Qu'est-ce que c'est que l'identification? Alors, l'identification, c'est simplement dire qui on est. Et ça se manifeste par un login. En anglais, ça s'appelle login, mais vous allez peut-être pouvoir trouver sur certains sites nom d'utilisateur, nom, pseudo ou email. Donc, l'identification, c'est je suis machin, je suis le pseudo turlututu42 ou je suis email@gmail.com. Voilà, ça c'est d'abord qui on prétend être. Et donc maintenant qu'on a dit qui on est, il faut le prouver. Et l'authentification, ça sert à prouver que l'on est bien la personne que l'on prétend être. Alors pour authentifier, on a besoin de 4 facteurs d'authentification. Maxime, il y en a 4 qui sont recensés. Pour vous identifier quelque part, vous avez besoin de l'un de ces 4. Alors ça peut être par quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire un mot de passe ou un code. C'est-à-dire que pour aller sur votre messagerie, vous devez mettre votre identification, c'est-à-dire mettre votre email, et mettre quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire votre mot de passe. Mais ça peut être aussi quelque chose que l'on possède, c'est-à-dire ça veut dire une clé, une carte, un badge ou même un téléphone. Donc, avec votre carte bleue, si vous voulez payer, vous dites voilà, je suis monsieur machin, je paye avec quelque chose que je possède, c'est ma carte. La banque voit que vous avez utilisé votre carte, donc c'est bien vous, donc on accepte le paiement. Ça peut être, on peut prouver que l'on est bien la personne que l'on prétend être par quelque chose que l'on est, c'est-à-dire une empreinte, l'iris, la forme du visage ou une position géographique. Et c'est pas de la science-fiction, hein, ça existe déjà. Ou alors quelque chose que l'on sait faire, c'est-à-dire un mouvement ou une signature. Donc, si on va vite fait, vous avez un chèque qui est à votre nom,
Donc c'est votre chéquier, donc a priori c'est bien le vôtre. Et pour prouver que c'est bien vous qui émettez le chèque, vous devez faire une signature. Et après, la banque est censée vérifier que votre signature, quelque chose que vous savez faire, correspond bien à celle qu'elle a enregistrée. Alors vous allez peut-être aussi entendre parler de plusieurs facteurs d'authentification, c'est-à-dire, ah oui, il faut cliquer, ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs ou plus. C'est quand on doit fournir au moins 2 preuves. Donc, si vous voulez vous identifier sur le site de votre banque, vous allez mettre votre numéro d'identifiant, vous allez peut-être mettre un code, et après la banque va vous envoyer un SMS. Donc la banque dit, il y a quelqu'un qui a mis un code, mais ça ne me suffit pas, je veux être certain que c'est vous, donc je vais vous contacter sur quelque chose que vous possédez, votre téléphone. Ça, c'est à vous. Donc si vous répondez à ce téléphone, a priori, c'est bien vous. Mais votre téléphone, pour le déverrouiller, il a besoin aussi d'un code ou de votre empreinte. Vous voyez, sur mon téléphone, j'ai un lecteur d'empreinte et il suffit que je passe le doigt dessus, hop, et il s'allume. Il a reconnu mon empreinte. Et alors après, maintenant, il faut que j'aille dans l'application de ma banque. L'application de ma banque dans mon téléphone dit oui, d'accord, je viens de m'ouvrir sur un téléphone qui a priori vous appartient, mais je ne sais pas comment a été déverrouillé ce téléphone, soit par un code, soit il n'y avait pas de code, soit. Donc l'application de ma banque me redemande de savoir si je suis bien la personne que je dois être. Donc je remets mon empreinte. Et après, une fois sur l'application de ma banque, il y a un bouton pour dire oui, c'est bien moi. Donc tous les facteurs d'authentification peuvent se cumuler. Et on peut avoir les 4. Ou alors, si on reçoit un SMS, eh bien, il faut d'abord déverrouiller le téléphone, et puis après, on regarde le SMS et on doit rentrer le petit code qu'on a reçu par SMS. Alors levez la main si vous avez déjà eu affaire à ce genre de choses, si on vous a déjà demandé un peu plus qu'un mot de passe. Vous avez un bouton quelque part, voilà. Vous êtes combien? 10? Plus de 10 personnes? Ok. Merci beaucoup. Qui c'est qui parle? Hop. Donc ça, ce genre de choses, euh, ça se démocratise de plus en plus. Parce qu'avant, il fallait juste une signature pour faire un chèque. Maintenant, ça suffit plus. Avant, il fallait juste un code pour rentrer. Maintenant, ça suffit plus. Maintenant, il va falloir s'authentifier de manière de plus en plus précise. Et heureusement ou malheureusement, maintenant, tout se passe maintenant par un téléphone. Pour rentrer, si vous travaillez dans une banque ou dans un milieu un petit peu plus sécurisé, vous avez certainement un badge avec votre photo dessus. Ce qui fait que si quelqu'un vole votre badge, eh ben, la personne qui est censée vérifier la sécurité à l'entrée, eh ben, va bien voir que c'est pas vous sur la photo. Peut-être que même il faut badger, et une fois que vous avez badgé pour rentrer dans un endroit stratégique, il va peut-être même falloir mettre votre empreinte digitale sur le lecteur pour rentrer dans l'immeuble, ou peut-être qu'il y a une caméra qui va reconnaître votre visage. Tout ça, c'est pour authentifier, pour être certain que c'est bien vous, et que après, une fois qu'on vous a authentifié, eh bien, vous avez accès ou pas aux choses où vous voulez rentrer. Alors, les mots de passe. La plupart du temps, on va vous demander un mot de passe. Alors, le problème des mots de passe, c'est que il faut que ce soit complexe et il y a des notions de complexité et des notions de souvenir. Parce que ça sert à rien d'avoir un mot de passe si on ne sait pas s'en souvenir. Alors, voyons un petit peu, on va décortiquer l'ADN d'un mot de passe, savoir comment ça marche un mot de passe. Parce que vous êtes sûr, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oui, ils sont enquiquinants, ils n'arrêtent pas de me demander un mot de passe avec des lettres, des chiffres, et tout ça, alors que c'est compliqué, j'arrive jamais à m'en souvenir. Alors, effectivement, vous avez peut-être vu passer que maintenant, on demande un mot de passe avec minimum 8 caractères et maximum, alors parfois il y a un maximum, et parfois il n'y a pas de maximum. Il fut un temps à la CAF, c'était obligatoirement 8 chiffres. Et d'autres sites, c'était des chiffres, des chiffres et des lettres, mais pas de caractères spéciaux. Donc vous allez voir que dans beaucoup de sites, ça dépend des sites, ils vont vous demander, ils vont vous donner les consignes pour un mot de passe.
Donc, il vous demande un nombre minimum de caractères. Ça, on va faire des maths tout à l'heure. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut au moins une majuscule, il faut au moins une minuscule, il faut au moins un chiffre, il faut au moins un caractère spécial. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi il nous demande tout ça? Vous allez voir. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il n'y ait pas de caractère qui se répète. Donc vous ne pouvez pas mettre ZZZZZ, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que c'est facile à deviner. Il ne faut pas non plus ni prénom, ni nom, ni date, ni nom du chien, ni nom des enfants, ni nom des petits-enfants, tout ça, tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre de ce genre de choses? C'est pour éviter l'ingénierie sociale. Alors levez la main ceux qui savent ce que c'est que l'ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, pour ceux qui ne savent pas, un ingénieur social, c'est quelqu'un qui va arriver à deviner des choses en vous parlant. C'est pas un mentaliste, c'est pas un gourou, c'est rien, c'est quelqu'un qui a juste assez de jugeote. Je vous donne le cas d'un exemple. Il y a un gars qui entre dans une entreprise, il arrive dans le bureau de la secrétaire du patron et il dit bonjour, je suis Christophe de l'informatique. La secrétaire, elle a jamais vu aucun informaticien parce que les informaticiens, ils restent dans leur cave, ils remontent jamais dans son bureau. Donc s'il y a un gars qu'elle connaît pas qui dit que c'est le gars, je suis Christophe de l'informatique, vu qu'il y a 150 personnes dans la société et qu'elle croise jamais les informaticiens, peut-être qu'elle a raison. Bon. Et du coup, le gars, il est sympa, il commence à parler, voilà, bonjour, t'appelles comment? Bah moi c'est Josiane et tout, moi c'est Christophe, ok, ah voilà. Alors t'es pas loin de la retraite? Ah oui, oui, ah t'es né en quelle année? Ah oui, moi je suis de 1959. Ah oui, c'est vrai. Ah bah comme ma mère, voilà, il commence à parler avec vous. Et puis il va voir que à côté de l'ordinateur, il y a la photo du chien et des enfants de la dame. Il fait oh, c'est quoi ce chien? Ah, c'est un fox terrier. Il s'appelle comment? Ah, bah il s'appelle Kiki. Ah, bon. Ah, bah moi aussi, ma maman, elle a un berger allemand, voilà. Et puis c'est ta fille. Qu'est-ce qu'elle est jolie, ta fille. Ah, elle s'appelle comment ta fille? Elle s'appelle Chloé, elle s'appelle Clémentine. Je dis, ah bon, ah, bah moi aussi, ma fille. Il commence à parler. Il arrive à obtenir suffisamment d'informations de la dame. Et après, il dit bon, bah merci. Donc après, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter d'avoir accès à l'email de la secrétaire du patron. Et il se dit alors, elle s'appelle Josiane. Elle a un chien qui s'appelle Kiki. Elle est née en telle année. Et il va essayer tout un tas de combinaisons. Donc il va essayer le nom de sa fille qui s'appelle Clémentine et qui est née en 1982. Donc il va taper Clémentine 82. Il va taper, si le fils s'appelle Kevin, il va taper Kevin 92. Si le nom, il va faire des combinaisons, Kiki comme ça. Il va tenter, il va tenter. Il a déjà une partie des informations. Et puis au bout d'un moment, paf, bingo, il va trouver la combinaison. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main tous ceux qui ont un mot de passe qui est composé de cette manière. En revanche, je vais vous demander de lever la main tous ceux qui vont changer de mot de passe. Voilà. Donc tous ceux qui vont changer de mot de passe suite aux révélations que je viens de vous faire, voilà, et les autres ne se prononcent pas, vous avez bien raison aussi. Et ça aussi, et là je vous ai fait un piège, c'est-à-dire que normalement, personne n'aurait dû lever la main. Parce que là maintenant, je sais maintenant que Nicole, Philippe et Chloé, je vais pouvoir vous cuisiner pour en savoir un petit peu plus sur vous, pour deviner votre mot de passe. Vous voyez? Donc même ça, l'ingénierie sociale, ça se... Non, je ne suis pas un craqueur. C'est tellement plus facile, en fait, c'est beaucoup plus facile de deviner un mot de passe quand on a déjà une partie des informations. Parce que avant, comment on faisait pour deviner un mot de passe? Eh ben, on essayait toutes les combinaisons. Alors quand les mots de passe, ils avaient que 4 chiffres, c'était facile. Mais là, plus il y en a, maintenant les techniques, la technologie des mots de passe devient de plus en plus complexe à deviner. Et en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de cuisiner la personne en elle-même plutôt que d'essayer de s'attaquer à la machine.
Et il y a des cas qui sont encore plus simples que ça, hein. Il suffit que Josiane elle reçoive un coup de fil de quelqu'un qui dit oui, c'est Christophe du service informatique, il y a un gros problème avec ta messagerie, il y a un contrat qui doit arriver, il y a un gros problème. Là, il y a le patron qui s'impatiente, il a un gros contrat, il y a des millions. File-moi ton mot de passe de messagerie pour que je puisse débloquer le truc. Et là, la Josiane au téléphone, ah oui, d'accord, ok, voilà, elle balance le mot de passe. C'est de l'ingénierie sociale. Donc tout ça, ni prénom, ni date, ni nom du chien, ni machin. Alors ça devient compliqué, le choix il devient compliqué. Alors il faut aussi qu'il soit pas identique à un mot de passe précédent. Parfois. Parfois, certains sites ou services vont vous dire ne mettez pas un ancien mot de passe. Alors on a déjà essayé ci, on a déjà ça. Alors il y en a qui trouvent le truc avec l'année. Alors ils font un truc. Celui de l'année dernière, il se terminait par 2020. Puis celui de cette année, il se termine par 2021. Et puis quand il va falloir changer de mot de passe, il va falloir mettre 2022. Voilà. Et il y a parfois même des sites, quand vous voulez créer un mot de passe, qui vont reconnaître que dans votre mot de passe, il y a des lettres qui suivent, qu'il y a un nom du dictionnaire ou ce genre de choses. Et parfois même qui vont vous dire qu'il faudra le changer dans 6 mois. Et aussi pas de mot du dictionnaire. Alors pourquoi pas de mot du dictionnaire? C'est parce que les machines et les hackers, les vrais, ils vont d'abord essayer des combinaisons avec des mots connus du dictionnaire. S'ils en connaissent un petit peu sur vous, qu'ils ont déjà des noms, des prénoms, des noms du chien, ce genre de choses, ça leur facilite la tâche. Mais en partant de zéro, ils ont comme ça des listes de mots les plus fréquents dans les mots de passe. Alors, ça ne vous étonnera pas que si vous cherchez sur Internet la liste des mots de passe les plus utilisés, alors le numéro 1 des mots de passe utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est le premier mot de passe que les hackers vont essayer. Ça va être mot de passe, ça va être AZERTY, ce genre de choses. Donc les vrais hackers, ils ont des catalogues avec des statistiques sur les mots de passe les plus utilisés. Et puis quand ça passe pas, ils vont passer au mot du dictionnaire. Et puis quand ils auront pas trouvé, eh ben ils vont y aller par incrémentation. Donc un mot de passe, il est composé de tout un tas de choses et il y a certaines contraintes que l'on doit respecter pour qu'un mot de passe soit suffisamment fort. Alors la force d'un mot de passe, qu'est-ce que c'est? La force d'un mot Julien, de passe. Oui. Cathy nous dit que certains sites demandent le nom de jeune fille de la mère, le nom de la rue d'enfance, pour du coup se souvenir de... Alors ça, c'est autre chose. Votre ordinateur sous Windows, quand vous l'installez la première fois, il peut vous demander des questions subsidiaires. Ça, c'est pas pour vous. Alors, il y a ça, il y a aussi certains sites ou services. Qu'est-ce que sont ces questions-là? Ce sont des questions que normalement seulement vous avez la réponse. Donc, ce n'est pas le mot de passe à proprement parler, mais ça peut être une manière, si jamais vous oubliez votre mot de passe, pour éviter qu'il y ait des gens qui demandent tout le temps des mots de passe à tout le monde et à tout va, c'est on va essayer de vérifier que c'est bien vous qui faites la demande d'oubli de mot de passe. Ou alors pour vérifier que c'est bien vous qui voulez aller sur ce site super sensible. Et donc, on va vraiment vérifier de temps en temps qui vous êtes. Donc, ils vont vous demander la ville où vous êtes né. Ils vont vous demander des questions plutôt génériques, mais à peu près personnelles. Pour ça, que vous seul avez la réponse. Ou quelqu'un d'autre qui vous connaît vraiment, hein, mais donc, si c'est votre mère qui essaye de hacker votre email, elle connaît tout de vous. Voilà. Donc, la force d'un mot de passe. C'est quoi la différence entre un mot de passe fort et un mot de passe faible? Alors, pour deviner un mot de passe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer toutes les combinaisons possibles, si on n'a pas réussi. Imaginez que vous avez certainement vu les cadenas à code. Vous avez vu les petits cadenas. Si vous avez oublié le code de votre cadenas ou que vous voulez confisquer le vélo de votre fiston, mais qu'il y a son cadenas à lui, comment vous allez faire pour deviner le code de son cadenas? Eh ben, vous allez essayer toutes les combinaisons. Vous allez incrémenter les unes après les autres. Et donc, la force d'un mot de passe, c'est la capacité, c'est sa capacité à tenir en échec le plus longtemps possible la personne ou la machine qui tenterait de le deviner.
Donc la force, c'est le nombre de combinaisons possibles multiplié par le temps entre deux tentatives. Donc sur un cadenas à code, vous allez faire clic, on essaye, clic, on essaye, clic, on essaye. Vous avez une demi-seconde entre chaque combinaison. Donc s'il y a 10 000 combinaisons, vous faites 10 000 fois une demi-seconde, ça fait 5 000 secondes. Vous en avez pour un peu plus d'une heure et demie maximum pour décoder le cadenas du vélo de votre fils. Alors, on va faire un peu de maths maintenant. Vous inquiétez pas, je vais vous prendre par la main pour les maths. C'est très simple. Imaginons que je vous demande de faire un mot de passe avec un seul chiffre. Il y a combien de combinaisons? Il y a 10 combinaisons. Parce qu'on a à notre disposition les 10 chiffres qui vont de 0 à 9. Donc, si je choisis 7, bon, bah voilà, mon mot de passe, c'est 7. Ça va pas être rapide. Je vais essayer 10 fois, de 0 jusqu'à 10. Et puis, si votre mot de passe, c'est 2, ben, j'aurais pas mis longtemps. Si votre mot de passe, c'est 9, ben, j'aurais mis plus longtemps. Après, il y a certains systèmes qui peuvent vous dire ça va mettre un petit peu de temps entre deux tentatives, mais rassurez-vous, il y a aussi des systèmes qui détectent que vous avez demandé trop de fois ou que vous avez échoué trop de fois et qui vous mettent un stop. Cas typique, le téléphone. Si vous essayez 3 fois de débloquer votre téléphone, que vous mettez 3 fois de suite un mauvais code PIN, votre carte, elle se verrouille. Si vous faites 3 fois le mauvais code sur votre carte bleue, votre carte, elle est grillée. Mais ça, c'est plutôt violent. Alors que sur certains téléphones, si vous essayez de débloquer le téléphone en lui-même, je parle pas de la carte, hein, il va vous dire, vous avez fait trop de tentatives infructueuses, revenez dans 5 minutes. Et puis là, si au bout de 5 minutes, vous rééchouez, il va remettre encore plus de temps. Il va dire, ah, attention, là, maintenant, vous allez attendre 10 minutes. Alors, il y a un petit garçon qui a bloqué le téléphone de sa maman pour une quarantaine d'années maintenant. Oui, parce que le petit garçon, il a tenté plein de choses. C'est un bébé, quoi. Il a essayé plein de choses. Et du coup, il a réussi à bloquer le téléphone de sa maman pour une quarantaine d'années. Alors, je crois que la dame, elle est allée voir Apple pour dire, s'il vous plaît, débloquez mon iPhone. C'est un peu... Donc, maintenant, si je vous propose de créer un code à 2 chiffres, vous avez donc 10 fois 10 combinaisons possibles. Ça fait 100 combinaisons possibles. C'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, si je vous dis, votre mot de passe, il n'est composé qu'une seule lettre. Vous avez 26 combinaisons possibles. Si votre mot de passe est composé de 2 lettres, vous avez 26 fois 26, puisque ce sont des probabilités. Vous avez 676 combinaisons avec un mot de passe qui va de AA à ZZ en minuscule. Donc, vous voyez que déjà, rien que 2 lettres en minuscule, on a 676 combinaisons possibles. Mais on peut faire mieux. Maintenant, si je vous demande une lettre majuscule ou minuscule, bah vous avez 26 plus 26, ça fait 52 combinaisons possibles. De A minuscule à grand Z. Si vous avez 2 lettres majuscules minuscules, vous avez 52 fois 52, ça fait 2704. Rien qu'avec 2 lettres. En rajoutant des majuscules, tout de suite on passe de 616 à 2704. C'est pas mal. Alors maintenant, si je vous demande un chiffre, enfin un code composé de un seul caractère, qui peut être soit une majuscule, une minuscule ou un chiffre, vous avez 62 combinaisons. Juste avec un chiffre. Donc là, il faut que j'ai une chance sur 62 de découvrir quelle lettre minuscule, majuscule ou chiffre vous avez en tête. Si je vous demande 2 caractères, on passe à presque 4000 combinaisons. Alors maintenant, pourquoi 8 minimum? Eh bien, 8 caractères, lettres majuscules, minuscules ou chiffres, ça fait 62 fois 62, 8 fois. Ça fait 218 000 millions. Non, ça fait 218 000 milliards de combinaisons possibles. Si vous mettez 1 seconde entre chaque combinaison, je vous laisse faire le calcul de combien d'années ou combien de siècles il va falloir pour le trouver. Mais on peut faire encore mieux.
On peut faire encore mieux. Oui, on peut faire encore mieux. Là, vous voyez tout de suite que c'est pas forcément la diversité des caractères qu'on va mettre dans un mot de passe qui fait sa force, mais tout de suite, c'est la longueur. Plus votre mot de passe il est long, plus il va y avoir de combinaisons possibles. Alors si en plus de ça, dans chaque caractère, il faut piocher dans une liste de 62 caractères, et si on rajoute en plus les caractères alphanumériques qui sont pas latins, si on met les majuscules, les accents, et qu'en plus on rajoute les caractères bizarres comme les points d'exclamation, les points, les virgules, les machins, ça va faire un catalogue de caractères je dis n'importe quoi, genre 200. Vous avez 200 caractères à votre disposition. Vous multipliez ça par autant de lettres qu'il y a, et ça va faire des milliards et des milliards et des milliards. Mais, c'est pas pour autant que qu'il ne sera jamais craquable. La question, c'est combien de temps? Là, on parle en temps. C'est comme pour une porte blindée, en fait. Une porte blindée, plus elle a d'étoiles, plus elle peut tenir en échec longtemps quelqu'un qui voudrait la défoncer. C'est comme ça. Donc une porte à une étoile, elle va résister, je dis n'importe quoi, 5 minutes d'un gars avec un pied de biche. Une porte 2 étoiles, elle va résister 10 minutes avec un gars avec un pied de biche et une perceuse. Et une porte qui a 3 ou 4 étoiles, elle va résister une demi-heure à un gars qui va essayer de rentrer avec un pied de biche, un marteau piqueur, une perceuse et tout ça. Alors maintenant qu'on sait tout ça, il va falloir qu'on résolve 2 équations. Sachant qu'un mot de passe facile à se souvenir est facile à deviner. Sachant qu'un mot de passe difficile à deviner est difficile à se souvenir. Comment trouver un mot de passe qui soit facile à se souvenir et difficile à deviner? Eh bien pour ça, il y a des méthodes très simples. Vous pouvez par exemple utiliser des paroles de chansons que vous connaissez. Par exemple, ne me quitte pas, je t'offrirai des perles de pluie. J'ai pas compté, mais je crois qu'il y a une quarantaine de caractères. Une quarantaine de caractères minuscules, ça fait 26 puissance 40. Ça en fait quelques milliards des combinaisons possibles. Donc ça veut dire que si on donne ce mot de passe à une machine qui va tenter toutes les combinaisons, même si la machine elle arrive à tester 10 000 combinaisons à la seconde, vu qu'il y en a des milliards et des milliards et des milliards, il va lui falloir quelques années pour le décoder. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on va essayer de rentrer sur un site. Mais un site web, au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va vous bloquer. Donc ce qu'on pourrait faire, donc ça c'est que des minuscules. On peut rajouter des majuscules, minuscules un peu partout à chaque première lettre. Ça c'est facile, hein. Vous l'avez déjà tous mémorisé ce mot de passe. Vous pouvez l'utiliser tel quel dans votre prochain site sur lequel vous allez vous inscrire. Alors vous pouvez utiliser ça ou n'importe quelle autre chanson, hein. Moi j'ai pris du Brel, vous pouvez prendre du Johnny, c'est vous qui voyez. Si le site vous demande en plus des lettres et des chiffres, eh ben, vous pouvez rajouter l'année de la chanson. Mais vous pouvez aussi utiliser une phrase magique. Par exemple, il fait plus beau qu'hier et moins beau que demain. Là, on est pas mal. Ah, j'ai pas mis de chiffres dedans. Imaginez qu'il y ait des chiffres. Voilà, du moment que ça c'est suffisamment long, mais c'est facile à retenir. Il vous suffit de savoir à quel mot vous avez mis des majuscules et où est-ce que vous avez mis vos tirets. Et c'est suffisamment long pour tenir en échec quelqu'un qui voudrait le deviner. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir ce qu'on appelle un algorithme mental. Alors, là, tout ça, c'est très bien. On est super content. On a un super mot de passe qui est bien long, qui est bien complexe. Mais si on le met partout, ça ne sert à rien. Si vous utilisez le même mot de passe partout, la personne qui arrive à récupérer votre mot de passe, alors que ce soit parce que il a volé votre ordinateur, ou si c'est parce qu'il y a une fuite de données, régulièrement, vous allez entendre qu'il y a Amazon qui a subi une attaque et qui s'est fait voler des millions de fichiers utilisateurs.
Et vous allez recevoir un mail de certains de votre email pour vous dire attention, il y a des données qui ont fuité, nous vous conseillons de changer votre mot de passe. Parce que la plupart du temps, les gens, ne levez pas la main ceux qui le font, n'est-ce pas? Les gens ont un mot de passe qu'ils utilisent partout. Donc ça, c'est mal. C'est mal, mais c'est bien pratique d'avoir un seul bon gros mot de passe que je mets partout. Le problème, c'est que si ce mot de passe est fuité, eh ben, potentiellement, n'importe qui peut avoir accès à n'importe quoi. J'ai eu le cas d'une dame qui est passée par ici, qui avait le même mot de passe partout, sur son compte PayPal notamment. Donc, il y a eu des données qui ont fuité, et il y a quelqu'un qui a utilisé sa combinaison email et mot de passe sur PayPal, et il se trouve que ça a marché parce qu'elle avait un compte PayPal, et il a commencé à faire des achats avec. Bon, donc c'est pour ça que le mot de passe de votre adresse email ne doit pas être le même que votre mot de passe pour votre banque, ne doit pas être le même mot de passe que pour telle ou telle chose. En fait, vous devriez avoir un mot de passe par service. Ça fait beaucoup. Mais grâce à l'algorithme mental, vous allez pouvoir vous en souvenir. Quel est le risque de pirater quoi? De se faire pirater le mot de passe d'un site marchand. Alors, le mot de passe, si on se fait pirater le mot de passe d'un site marchand, donc si vous avez un site marchand qui est mal sécurisé et que il y a des gens qui arrivent à soit s'introduire de l'extérieur pour piquer les données, soit le plus facilement, c'est quand ça vient de l'intérieur, hein. Quand il y a un complice qui est à l'intérieur de la société et qui sort le fichier client sur une clé USB, eh bien, le problème, c'est que euh, admettons, il peut y avoir des gens qui vont utiliser vos identifiants sur ce site marchand pour acheter des trucs sur votre compte en changeant l'adresse de livraison, par exemple. Ça peut arriver. Mais là où c'est précieux, c'est qu'ils vont avoir une combinaison email d'un client et un mot de passe. Donc ils vont voir que l'adresse du client, l'adresse email du client, c'est machin@gmail.com avec un mot de passe. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez Gmail, ils vont tenter de se loguer avec ce mot de passe-là. Parce que ça se trouve, c'est le même mot de passe que la messagerie. Et puis si ça marche, ils ont accès à vos emails. À partir du moment où ils ont accès à vos emails, ils peuvent aller sur le site de... Ils vont regarder les emails que vous recevez. Donc si vous recevez des emails de Amazon, ils vont d'abord tenter de se loguer sur Amazon avec la combinaison email et mot de passe. L'email de mot de passe qui vient de fuiter. Si ça marche, bah, ils ont accès à votre compte Amazon, ils peuvent aller acheter et se faire livrer des trucs. Mais si vous avez eu la présence d'esprit de ne pas mettre le même mot de passe chez Amazon et qu'ils ont de toute façon accès à votre messagerie, ils peuvent très bien cliquer sur le lien «J'ai perdu mon mot de passe», envoyer un lien sur la messagerie Gmail auquel ils ont accès, ils cliquent sur le lien, ils font tout à votre place. Donc c'est ça l'histoire, c'est que à minima, le mot de passe de votre messagerie ne doit pas être le même que vous allez mettre partout. À minima. Parce que si vous faites pirater ou si un site marchand se fait pirater et qu'ils ont une combinaison email et mot de passe, ils vont d'abord essayer d'aller dans vos mails. Donc un algorithme mental, ça sert à ne pas retenir le mot de passe en lui-même, mais une méthode pour en fabriquer un et tomber juste à tous les coups. Cathy a une autre petite question sur le chat en disant mais c'est pas moi qui paie, je ne comprends pas l'intérêt si ma CB n'est pas enregistrée. Si la CB n'est pas enregistrée, ça ne les intéresse pas, évidemment. Ok, merci. Oui, évidemment, mais pour ceux qui ont... sur certains sites, maintenant, vous pouvez leur proposer de garder en mémoire votre carte de crédit. Alors, chez Amazon, maintenant, on peut payer sans avoir la validation. Mais maintenant, il y a une directive européenne qui est passée. Alors, je ne sais pas si c'est européen ou français, mais maintenant, pour tous les sites de paiement, ils demandent quand même la revalidation de la carte bleue et ils demandent quand même une identification à deux facteurs. C'est-à-dire que
Avant, vous pouvez mettre votre numéro de carte bleue et envoyer le paiement, et puis voilà. Maintenant, il demande une identification à 2 facteurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un paiement, même pour une carte bleue enregistrée, eh ben, vous allez recevoir un SMS ou alors ça va faire sonner l'appli de votre téléphone et vous allez quand même devoir valider manuellement le paiement. Et ça, c'est pas plus mal. Donc, un algorithme mental. Moi, j'ai plus de 600 mots de passe. Oui. Et en fait, j'en connais aucun ou presque. J'en connais aucun parce qu'à chaque fois que je vais sur le service en question, je me dis, si je devais créer un mot de passe, ce serait ça. J'essaye et paf, ça tombe juste. Il suffit, alors il y a plein de méthodes, mais moi je vous propose celle-là, de garder en mémoire un préfixe qui sera toujours le même, de garder un suffixe qui sera toujours le même, et de mettre une référence au milieu qui, elle, va changer. Par exemple, pour Amazon, je dis n'importe quoi, le préfixe sera toujours turlututu, et le suffixe sera toujours poète poète 42 points d'exclamation. Voilà. Et au milieu, vous allez mettre une référence. Alors si c'est Amazon, vous allez mettre Amazon. Si c'est Le Bon Coin, vous allez mettre LBC. Amazon, on aurait pu mettre AMZ par exemple. On aurait pu mettre ou alors virer toutes les voyelles. C'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez construire ce mot de passe. Et là, vous voyez qu'il y a un préfixe et un suffixe qui sont déjà suffisamment longs et variés. Et au milieu, il n'y a que vous qui savez comment vous avez mis le truc au milieu. Alors, ça veut dire que faut être quand même suffisamment créatif pour que la référence que vous allez mettre au milieu, euh, elle évoque quelque chose dans votre esprit, dans votre imagination, plutôt que de mettre directement Amazon. Parce que le gars qui a votre mot de passe et qui connaît la construction, il va vous dire, il va essayer sur Le Bon Coin, il va essayer sur le tutu Le Bon Coin poète poète, ça va peut-être marcher. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être créatif. Mais c'est de toute façon une manière un peu plus intelligente d'avoir des mots de passe différents partout. Ce qui fait que si on vous en vole un, ben c'est pas grave, vous avez juste à un seul endroit où il faudra le changer. Alors, pour récapituler, on ne révèle pas de détails sur sa vie à n'importe qui. On n'écrit pas le mot de passe sur un post-it sur l'écran. Il y en a beaucoup qui le font, hein. Partout, dans toutes les entreprises, partout. Vous avez même les ordinateurs portables, il y a un scotch avec derrière un papier avec le mot de passe ou en bas de l'écran un post-it avec l'écran. Ça, on ne fait pas ça. Et on ne met pas non plus tous ces mots de passe dans un carnet, dans le sac à main. Ne levez pas la main ceux qui le font, même si ça vous démange. Je sais que vous le faites. Ni sur un papier au mur, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui le font et ils n'en sont pas fiers, hein. Regardez un peu, cherchez l'erreur. Ici, on est donc dans la cellule de crise de l'armée face au Covid, machin. Il n'y a que des hauts gradés là-dedans. C'est très sérieux. Et ça, c'est une image qui est parue dans la presse. Vous l'avez vu? Hein, vous l'avez repéré là, là? Alors, vu que l'image elle est de très bonne définition, il y a ce petit papier là qui a fuité, et maintenant tout le monde sait que le mot de passe pour entrer dans le système de sécurité de l'armée enfin de cette cellule-là, c'est ça, parce que le mot de passe il est de partout. En fait, c'est un mot de passe Wi-Fi, mais vous voyez que là la porte elle donne vers l'extérieur, donc quelqu'un qui a vu ça, bah, il se met à côté dans une voiture à 50 mètres et puis il a accès quoi. Donc pas bravo messieurs. Alors on va parler du Wi-Fi maintenant. Est-ce que ça va là, tout le monde? Levez la main, mettez des cœurs si ça vous va. Bon. Alors au niveau du Wi-Fi maintenant. Euh, Au niveau du Wi-Fi,
Les gens, ils comprennent. Il y a des gens qui passent par ici, ils disent, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est? On me demande le Wi-Fi, on me demande comment ça marche. Alors, je vais vous expliquer. Au niveau du Wi-Fi, il y a un truc qui s'appelle le SSID, c'est le nom du réseau, tout simplement. Parce qu'il peut y avoir plusieurs réseaux que vous pouvez capter, mais le SSID, c'est le nom du réseau. Il est donné par défaut par l'opérateur de votre box. Alors, vous avez certainement vu Livebox machin, Bbox bidule, SFR machin et Freebox quelque chose. Mais il peut être aussi personnalisé. Donc, vous pouvez mettre un nom de réseau qui s'appelle canapé, qui s'appelle trucmuche, qui s'appelle machin. Vous pouvez personnaliser votre Wi-Fi en mettant Wi-Fi Famille Durand ou Wi-Fi Camille Duchemin ou alors Hôtel Les Jonquilles ou alors n'importe quoi, Tintin Emilio 48. Alors, là-dedans, cherchez l'erreur. Qu'est-ce qui ne va pas dans tous ces noms de réseaux qui sont affichés? Il y en a au moins 2 qui ne vont pas. Il y en a au moins 2 qui sont des mauvais exemples. C'est lesquels? Alors, ce sont ces deux-là. Famille Durand et Camille Duchemin. Pourquoi il faut éviter de mettre en nom du réseau le nom de la famille ou le nom de la personne? Parce que c'est une invitation, en fait, c'est une invitation à se faire hacker. Alors, le mythe du hacker avec une cagoule sur la tête qui se balade avec un ordinateur portable dans la rue avec une grosse antenne, il est peut-être un peu désuet, mais il existe quand même. Et ça peut être votre voisin. Votre voisin avec qui vous avez des soucis, s'il connaît votre Wi-Fi, pour peu qu'il soit mal intentionné, il sait que c'est la famille Durand là qui m'embête, hein, qui ont leur chien qui arrête pas d'aboyer. Ben, je vais leur pourrir leur Wi-Fi. Donc il appelle un pote à lui pour venir vous pourrir votre Wi-Fi. Ou peut-être même venir vous embêter à travers le Wi-Fi. Donc au lieu d'avoir une liste de box qui n'ont pas de nom, il ne sait pas qui c'est, là, le fait de mettre Wi-Fi famille Durand, c'est comme si vous mettez Wi-Fi de l'appartement 42 au 4e étage, porte 2. C'est chez nous, c'est là, c'est nous. Donc évitez de mettre votre nom, prénom, voilà, même si c'est plus facile pour vos invités. Euh, Ah, pardon, désolé, je suis désolé, Madame Durand, ou Madame Duchemin. Sauf si vous êtes un hôtel. Si vous êtes un hôtel, hôtel Les Jonquilles, là c'est à l'envers. Là, on veut que les gens se connectent au Wi-Fi de l'hôtel. Donc là, vous avez le droit de mettre partout dans l'hôtel un papier avec le Wi-Fi, chercher hôtel Les Jonquilles, et le mot de passe, c'est ça. Voilà, vous avez le droit. Mais si vous êtes un hôtel, vous avez une installation Wi-Fi qui est faite pour ça et qui en règle générale n'est pas la même que votre réseau d'entreprise. Donc là, vous avez le droit. Donc retenez que le SSID ou le nom du réseau, c'est la même chose. C'est sur quelle fréquence, pour parler très vulgairement, sur quelle fréquence est-ce que je vais me brancher pour pouvoir accéder à Internet. Alors maintenant, au niveau des mots de passe Wi-Fi, on appelle ça mot de passe Wi-Fi, mais il a plein de noms. Il peut s'appeler clé Wi-Fi, il peut s'appeler aussi clé du réseau. Attention, ce n'est pas une clé USB Wi-Fi, c'est pas pareil. Une clé USB Wi-Fi, ça vous permet d'avoir du Wi-Fi sur votre ordinateur qui ne dispose pas d'antenne Wi-Fi. Alors, il est donné par défaut par l'opérateur de votre box, qui peut être une suite de lettres et de chiffres complètement habitable. Mais chez Free, maintenant, ils ont fait les choses bien, c'est-à-dire que maintenant, chez Free, ils mettent des séquences de syllabes qui veulent rien dire. Mais si je dicte bidoglu à quelqu'un, il va écrire BIDOGLU. Voilà, c'est facile à se souvenir. Et vous allez avoir aussi un truc qui s'appelle le cryptage, WEP, WPA2, WAES, W machin truc. Ça, c'est la méthode de cryptage de vos données qui vont transiter par les ondes Wi-Fi. Alors, on va regarder un petit exemple de la vraie vie. Vous avez au cul de votre box ou en dessous une étiquette avec SSID. Voilà, c'est ça qu'on cherche. SSID.
Alors parfois, il y aura marqué réseau ou nom du réseau. SSID, c'est ça, c'est Bbox 7A2. Alors, faut déjà se taper ça à retenir. Donc, faut le prendre en photo ou le noter. Et après, vous avez WPA-PSK. Vous voyez que là, il n'y a pas du tout marqué clé, il n'y a pas du tout marqué nom, mot de passe Wi-Fi. Il y a directement WPA-PSK. Et là, bonne journée, au revoir, tapez-moi tout ça sans faute, sachant que vous ne savez pas s'il faut mettre des majuscules ou des minuscules. Mais on peut trouver pire. Chez Orange, vous avez ça, des majuscules, des minuscules, des lettres, des chiffres. Donc là, vous prévoyez la matinée hein, pour taper ce mot de passe, pour le retenir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans votre box et de changer ce mot de passe, mettre un truc à vous. Ou si vous n'avez pas envie de le faire, vous notez ce mot de passe exactement tel qu'il est dans un bloc-notes sur votre ordinateur et vous faites un copier-coller. Comme ça, si vous n'arrivez pas, parce que sur votre ordinateur, vous allez avoir des petits points quand vous allez taper le mot de passe. Alors, va savoir quelle lettre j'ai foiré. Il va falloir tout recommencer. Si le mot de passe il est long comme le bras, on en a pour la. Alors, Claude qui dit pourquoi est-ce que c'est un problème si quelqu'un se connecte à notre Wi-Fi? Peut-on voir qui est connecté? Ils ne peuvent pas entrer dans notre ordinateur. Si, si, si. Si quelqu'un se connecte à ton Wi-Fi, eh ben, virtuellement, il a accès à tout ce qu'il y a sur ton réseau, y compris ton ordinateur, dans lequel il y a toutes tes données. Euh, alors déjà, quelqu'un qui se connecte, qui arrive à se connecter à ton Wi-Fi, il sait déjà ce qu'il veut faire. S'il est dans ton réseau, le loup est dans la bergerie, il dispose déjà des outils pour rentrer dans tes ordinateurs, si jamais il en a envie. Il va détecter que ton ordinateur est sous Windows, il va arriver à trouver les failles de sécurité de ton Windows, il va réussir à rentrer, il va réussir à faire des choses malhonnêtes dessus. Donc c'est pour ça que le nom du réseau, autant que possible, le nom du réseau, si tu veux mettre autre chose que Bbox bidule, ne mets pas le nom de ta famille ou le nom de quelque chose qui à coup sûr peut t'identifier rien qu'en regardant les boîtes aux lettres dans le hall de l'immeuble. C'est pour ça que tu peux mettre banane, canapé, un truc complètement farfelu, mais au moins on sait que c'est toi. Enfin, au moins ceux qui savent que c'est toi sauront trouver dans la liste. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui ressemble plus à. Il y a rien qui ressemble plus à Livebox F420 que Livebox F machin. Surtout que si là tout de suite vous prenez vos téléphones portables, vous regardez dans Wi-Fi, vous cherchez la liste des réseaux disponibles, vous allez en trouver une foultitude. Si vous n'êtes pas en campagne, vous allez trouver des Bbox partout, des Livebox dans tous les sens. Donc pour retrouver la tienne, surtout que ça change en plus. Hein. Sous vos yeux même, il change de place. Alors, je me connecte sur la Wi-Fi de quelqu'un qui me l'accorde quand je suis à l'atelier. Je ne savais pas, donc il voit quand je suis connecté. Bah oui, à partir du moment où vous êtes d'accord pour que quelqu'un vous file les clés de son Wi-Fi, bah c'est un accord tacite. Alors, on avance. Mise à jour logicielle. On va aller un peu plus vite. Utilité. Pourquoi est-ce que c'est utile de mettre à jour les logiciels? Parce qu'elles savent à corriger des défauts de votre logiciel. Alors, des défauts que vous voyez ou des défauts que vous ne voyez pas, mais qui ont été signalés par d'autres personnes. Ça sert à améliorer les fonctionnalités du logiciel. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas faire un truc. Maintenant, avec cette nouvelle mise à jour, eh ben, c'est disponible. Ça sert aussi à combler des failles de sécurité, des choses que vous ne voyez pas forcément, mais des choses qui ont été détectées par l'éditeur du logiciel. Pour recevoir une mise à jour, il faut être connecté à Internet, activer les mises à jour automatiques, être prévenu qu'une nouvelle version est en ligne et charge à vous de procéder à la mise à jour. C'est-à-dire que que ce soit votre logiciel ou votre système Windows ou Mac, activer les mises à jour automatiques, ça se fait tout seul. Maintenant, on va dire que ça se fait de manière assez douce. Avant, je me souviens que sur les versions de Windows XP, que de Windows 7 et tout ça, c'était quand même plus compliqué. Mais maintenant, avec Windows 11, les mises à jour automatiques se passent vraiment très bien. Moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est de laisser votre ordinateur allumé toute la nuit,
une nuit par semaine, genre le week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi ou la nuit de samedi à dimanche, vous laissez votre ordinateur allumé. Ça ne va pas consommer non plus des térawatts, hein. Mais au moins, il va en profiter pendant la nuit de faire ses mises à jour. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'ouvrir un ordinateur qui n'a pas été allumé depuis des semaines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver des mises à jour. Donc pendant que vous allez avoir besoin de l'utiliser, lui aussi, il va en profiter pour faire ses mises à jour et il va ralentir. Donc c'est pour ça que si vous lui accordez une nuit par semaine pour qu'il fasse ses petites affaires, vous aurez un ordinateur qui sera régulièrement à jour et surtout qui ne va pas vous embêter quand vous allez l'allumer et que vous aurez besoin de l'utiliser. Donc si votre logiciel n'a pas de mise à jour automatique, vous pouvez être prévenu qu'une nouvelle version est en ligne et après charge à vous de procéder à la mise à jour. Si vous utilisez un logiciel, n'importe lequel, un logiciel comment ça s'appelle, de compta et tout ça, vous allez peut-être recevoir un email pour dire il y a la nouvelle version qui est arrivée, allez la télécharger. Ou alors il faut rien du tout. C'est donc ce que je disais, c'est à vous d'aller consulter le site de l'éditeur. Et donc c'est ce que je disais, voilà, pour info, Microsoft Windows publie au moins 2 grosses mises à jour par an et une mise à jour de sécurité par semaine. Il est pertinent de laisser l'ordinateur l'allumer une nuit par semaine. Les virus. Alors les virus. Autrefois, les virus se transmettaient par des échanges de disquettes. Aujourd'hui, ils sont principalement transmis par email. Autrefois, ils étaient purement mesquins. C'était des vrais petits filous, hein. Ils vous bloquaient l'ordinateur, ils effaçaient le disque dur, voilà. Mais bon, c'était de la méchanceté gratuite. Maintenant, c'est plus gratuit, c'est payant. Ils en veulent à votre argent. Alors, pour s'en prémunir, il faut disposer d'un système d'exploitation récent et à jour, actuellement Windows 10 ou 11. D'un antivirus payant et très cher, seulement si vous détenez des données très sensibles. Mais comme la plupart du temps, l'ordi se met en veille automatiquement, ça marche quand même. Dans ce cas-là, il faut aller dans les paramètres pour enlever la mise en veille automatique ou alors mettre mise en veille au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça lui laissera le temps. Parce que s'il se met en veille au bout d'un quart d'heure, le pauvre, il n'aura pas le temps. Sachant que les antivirus gratuits sont inutiles et se comportent comme des voyous. Oui, oui, je l'ai vu. Il y a plein de gens qui arrivent ici pour dire mon ordinateur il marche pas. Qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai Avast, j'ai Bitdefender, j'ai anti-truc machin. Laisse tomber, enlève tout ça. Oui, mais c'est gratuit. Oui, c'est justement parce que c'est gratuit. Voilà. Donc, si vous installez des antivirus gratuits, ils vont vous protéger en vous empêchant d'utiliser correctement votre ordinateur. Montre en main la dernière fois une dame qui avait Bitdefender plus Avast. On a mis 27 minutes montre en main pour ouvrir une page web. On ouvre l'ordinateur. 10 minutes plus tard, ça y est, on peut rentrer, on peut y aller. On clique sur le navigateur. 4 minutes plus tard, il se lance. Puis après, il y a l'antivirus qui dit attends, bouge pas, je vais vérifier que tu as été éteint toute la nuit. Je t'allume maintenant. Tu crois qu'il s'est passé quoi pendant la nuit? Rien. Ne fais pas de scan. Va pas chercher des virus puisque tu l'as déjà cherché hier. Donc voilà. Donc ce genre de logiciel vous pourrissent complètement l'utilisation de votre ordinateur, si bien que qu'est-ce qui se passe? Vous le fermez et puis vous allez consulter vos mails chez la voisine. Donc, les antivirus gratuits sont inutiles. Donc, si vous avez Avast, si vous avez Bitdefender, si vous avez quoi que ce soit, même CC Cleaner, vous pouvez tout enlever. Parce que l'antivirus inclus dans Windows 10, qui est Defender, il est très largement suffisant. Il dispose de mises à jour récentes et il ne consomme que très peu de ressources. Pour vous dire, tous les ordinateurs qui passent ici et les ordinateurs dont je m'occupe, quand j'extrais des données de disques durs de certaines personnes et qu'il y a des virus dedans, mon Windows Defender, il voit tout et il laisse rien passer. Alors que Avast, il cherche partout, il trouve rien, il vous empêche d'utiliser l'ordinateur et c'est la crise de nerfs. Et je pense qu'on a plus de temps à perdre avec ces histoires de virus. Donc laissez tranquillement l'antivirus de Windows faire son travail. Il est largement. Comment savoir si tu as Windows 10? Est-ce que tu as Windows déjà?
Quelque part dans Windows, tu vas trouver système, chercher système. Et sur Apple, alors sur Apple, je ne sais pas dire, mais Apple est moins touché par les virus. Windows 7, alors Windows 7, le problème, bah voilà, alors Julia, tu as Windows 7, là on est dans, là, tu n'as pas non, où est-ce que c'est? Un système d'exploitation récent. Windows 7, il faut savoir qu'il n'est plus pris en charge. Il est obsolète depuis 1 an. Il n'y a plus aucune mise à jour de sécurité qui est envoyée sur Windows 7. Donc il va falloir passer sous Windows 10 maintenant. Ça dépend quel ordinateur. Tu peux me contacter et puis on peut voir après ce qu'on peut faire pour toi. Surtout si c'est un ordinateur à peu près récent, il y a moyen d'installer Windows 10 dessus à moindre frais et tu disposeras d'un ordinateur à jour. Alors, dernier point, les sauvegardes. Autre sujet très très important. Qu'est-ce qu'on va sauvegarder? Les photos. Principalement, ça va être les photos. Les documents. Tous les documents que vous avez pu avoir, vos lettres, vos fichiers Word. Des vidéos. Des documents papier que vous allez scanner. Des photos papier ou des pellicules que vous allez scanner. Alors, comment ça se passe les PC Cleaner, PC Cleaner, je ne sais pas ce que c'est. PC Cleaner, non, CC Cleaner, c'est pas un antivirus. Alors CC Cleaner, ça avait du sens de l'époque de Windows XP ou Windows 7, mais ça n'a plus aucun sens maintenant. Et puis surtout, il faut savoir que Windows, il a besoin de... Alors CC Cleaner, il va faire du ménage en enlevant des miniatures, enlevant tout un tas de fichiers dont l'ordinateur a besoin. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Il va reperdre du temps pour reconstituer tous ces petits fichiers dont il avait besoin. Alors, ça avait du sens quand on avait des disques durs qui faisaient 20 gigas à l'époque. Maintenant, qui parmi vous a un disque dur qui est plein à plus de 20%? Sachant que les disques durs actuels font 300 gigas, 500 gigas, voire même 1000 gigas. Donc, peu d'entre vous ont un disque dur qui est véritablement saturé. Donc, CC Cleaner, il va enlever 1 millier de fichiers qui vont peser 1 méga et demi. Il va vous prendre 5 minutes pour le faire. Vous allez perdre du temps à ça pour au final un résultat qui n'a absolument aucune incidence sur les performances du PC. Donc, les sauvegardes. Pour sauvegarder, on a besoin d'assurer la redondance, c'est-à-dire qu'il faut au moins plusieurs copies. Il faut assurer la pérennité du support dans le temps. Alors ça, c'est un extrait d'un webinaire qui est beaucoup plus long sur la sauvegarde complète des données où je vais vraiment dans le détail. Donc la Julien, pérennité du support dans le temps. Oui. Claude a une petite remarque. Il disait qu'il était sur Mac et que du coup, il n'y a pas forcément de solution puisque plus de place sur l'ordinateur. Eh ben, il va falloir sauvegarder. Il va falloir dégraisser le mammouth, comme on dit. Euh, sur Mac, tu as certainement des utilitaires qui te permettent de voir J'arrive au combien. moment du dégraissage de ma bouche. Voilà. J'adore, j'adore. Ça a l'air de très très bien se passer, j'en suis ravie. Oui. Alors normalement, on a fini la visioconférence, Julien. Alors je veux Ouais. pas te mettre la pression, hein, Je mais vais vite. Je vais très très vite. Il y a eu beaucoup de questions et c'est vrai que ce qui est super, de très toute bien, ouais. façon, on a prévu une deuxième session hein, sur le même sujet pour la suite, Ouais. début d'année. Donc, je pense que ça sera peut-être l'occasion de revenir sur quoi tu as dû passer un petit peu plus vite. Mais Ouais. bon. Alors, je vais aller jusqu'à la slide suivante, et puis je vais pas passer le reste, parce que c'est quand même une information importante. Ouais, très bien, Voilà, super. donc je Merci à termine toi là-dessus. et merci beaucoup Donc, à tous les deux. on a besoin d'assurer la redondance, la pérennité du support dans le temps. Donc la redondance, il faut plusieurs copies. La pérennité du support dans le temps, c'est est-ce que votre support va pas se dégrader dans le temps? Et la compatibilité avec les lecteurs futurs ou la pérennité des lecteurs dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez tout sauvegardé sur un CD, mais que ce CD il est rayé ou qu'il n'est plus compatible avec le lecteur, ou que vous avez tout sauvegardé sur des vieilles grosses bandes magnétiques, mais qu'on ne trouve plus de lecteur de bande magnétique, c'est un peu dommage. On doit résoudre aussi des contraintes de place dans les placards.
des contraintes d'espace, c'est-à-dire la quantité de données qu'on peut stocker dessus, de prix, la comparaison se fait du prix au giga par rapport, c'est comme quand on fait la prise au kilo, le prix au kilo, et de disponibilité, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour remettre la main dessus. Et là, la grosse info, et je terminerai là-dessus, et le reste, ce sera pour le prochain webinaire, justement sur les sauvegardes, comment sauvegarder comme un pro. C'est la règle des 3, 2, 1, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins 3 copies à jour de vos données, sur au moins 2 supports de nature différente, dont une copie qui est stockée en dehors de chez vous. Donc vous pouvez avoir une copie dans votre ordinateur, une copie sur un disque dur externe, et une autre copie sur un deuxième disque dur externe de marques différentes que vous allez stocker en dehors de chez vous. Ça peut être chez maman, chez votre fiston, chez une copine, chez quelqu'un de confiance ou à la banque, pour que si jamais quelqu'un vous vole votre ordinateur ou que votre maison brûle, donc si la maison brûle, vous perdez votre ordinateur et le disque externe de sauvegarde, mais vous avez un disque externe qui est stocké chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc essayez d'avoir 3 copies à jour sur au moins 2 supports de nature différente. Donc il y a le disque de votre ordinateur et un disque externe. Ça peut être le disque plus des CD-ROM. Ça peut être de nature différente. Et si vous avez 2 supports de même nature, essayez de voir qu'ils soient de marques différentes. Parce que si vous allez acheter 2 disques durs externes identiques, Toshiba, de même capacité, de même série, ça peut arriver que s'ils ont été fabriqués dans la même usine au même moment, s'il y en a un qui a un problème, il y a des chances que l'autre ait le même problème au même moment. Voilà. Et ayez toujours une copie qui soit stockée en dehors de chez vous, alors soit physiquement, soit en ligne, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était super, Julien. Eh ben, J'avais plein de ravi. questions et du coup, j'ai pas le temps de les poser, mais j'en avais aussi plein. Ah bah, on peut. Non, là, c'est plus le temps des questions-réponses. Si, on déborde trop. Gwendoline, on a un peu de temps ou pas s'il y a des Ce que questions? tu peux faire, Chloé, c'est finir Ouais, toi pour la vidéo, et puis ensuite tu peux ouvrir les micros. Et effectivement, s'il y a des questions comme ça, les personnes Oui. pourront les poser, qu'on prenne un petit peu de temps, mais ça marche. parce que je pense qu'il y en aura encore plein. Ouais, c'est Il y a super. plein de questions déjà dans le chat, donc je vais. Ok. Top. Donc merci à tous du coup pour votre écoute. Je vous mets du coup à l'écran un petit questionnaire de satisfaction avec un lien. Vous pouvez très bien du coup faire un clic droit, l'ouvrir sur une autre page et le compléter un peu plus tard. Mais voilà, c'est hyper important pour nous que vous nous donniez votre avis sur la globalité des conférences et aussi que vous nous donniez des nouvelles idées pour les futures, des nouvelles idées de thématiques pour les futures conférences. Donc voilà, n'hésitez pas à être créatif et à nous donner tous vos avis à ce sujet. Je vous mets du coup également en lien le projet coécrit du coup de Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur le déménagement senior. Donc, vous l'avez également en lien ici, donc n'hésitez pas pareil à l'ouvrir, faire un clic droit et l'ouvrir sur une autre page pour le consulter un peu plus tard, mais c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas. La prochaine visio, du coup, ce sera lundi 13 décembre, du coup, ce lundi qui arrive, à 10h30, sur le coffre-fort numérique. Pareil, vous avez un petit lien en bas de la page pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas. Et je vous laisse d'ailleurs un petit peu ce lien, le temps que vous cliquez dessus, si jamais. Bon, vous pourrez dans tous les cas taper dans Google Movadom, Ivan Bright, vous tombez directement sur le site et vous n'aurez aucun mal à le trouver. Donc merci encore à tous. Si vous avez des questions après la clôture de la conférence, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact@movadom.com. Gwendoline, du coup, sera ravie de répondre à toutes vos questions et toutes vos recommandations. Et on remercie du coup nos financeurs qui sont du coup la conférence des financeurs et la CNSA. Voilà.